As-tu déjà regardé l'Australie en te disant waouh, c'est un sacré grand espace pour un seul pays? Eh bien, moi oui. J'ai aussi pensé que c'était une terre abandonnée remplie d'animaux et d'insectes qui essaient tous de te tuer, mais ça, c'est une autre histoire. Dans cette vidéo, j'ai pensé que nous pourrions examiner la possibilité que l'Australie soit séparée en pays indépendants. Évidemment, c'est hautement improbable, voire complètement impossible, mais c'est quand même amusant d'y penser. L'Australie est une monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale. Un nom assez long, mais tout ce qui nous importe pour l'instant, c'est qu'ils ont des États. Il y a 6 États. Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Queensland, Australie occidentale, Australie méridionale et Tasmanie. Et historiquement, chacun est le successeur des anciennes colonies australiennes. Chaque État a sa propre constitution avec son propre parlement, son propre système judiciaire et son propre exécutif. En plus de ces 6 États, ils ont également 10 territoires. Celui qui attire le plus notre attention est le territoire du Nord, qui occupe une grande partie de la masse continentale. En fait, je pensais que c'était un État. Un autre important est le territoire de la capitale australienne. Il y a aussi 7 autres territoires extérieurs, mais nous n'allons pas en parler. Bien qu'extérieurs, ils sont plus susceptibles de devenir indépendants un jour. Comme les îles Killing, l'île Norfolk ou le territoire antarctique australien. Chacun des 6 États, et des 2 régions sur lesquelles nous allons nous concentrer, a son propre drapeau. Si tous devenaient indépendants, les États devraient probablement changer leur drapeau. À part le territoire du Nord et le territoire de la capitale, qui utilisent déjà de nouveaux modèles. Nous parlerons des drapeaux plus en détail lorsque nous passerons en revue chaque État. Alors commençons, de gauche à droite. Tout d'abord, Australie occidentale. Cet État occupe tout le tiers occidental du continent. Il fait 2 500 000 km², ce qui en fait la deuxième plus grande subdivision administrative au monde, seulement dépassée par la République de Sakha en Russie. Il compte 2 600 000 habitants, mais environ 92% d'entre eux vivent dans le coin inférieur gauche, dans ou autour de la ville de Perth, qui serait probablement la capitale de ce nouveau pays indépendant. La part de l'économie nationale n'est que de 14%, et le produit intérieur brut est proche de 255 millions de dollars australiens, se classant dernier sur presque tous les indicateurs économiques. Son principal secteur d'activité est l'exploitation minière, ce qui montre une certaine difficulté à passer aux industries modernes. Si on compare à la dernière décennie, l'Australie occidentale compte plus de chômeurs qu'avant, probablement parce que l'emploi dans le secteur minier a diminué. Cependant, ils s'en sortent plutôt bien. Leur économie se classerait 56e par rapport aux autres pays, restant devant des nations comme la Hongrie, l'Uruguay ou la Slovénie. Leur drapeau est celui de l'Australie, avec les étoiles remplacées par un cercle jaune contenant un signe noir, donc on peut supposer que ces couleurs et ce symbole seraient probablement présents sur un nouveau drapeau indépendant. Un fait amusant est que l'Australie occidentale a en fait déjà tenté de devenir indépendante, étant le seul État en Australie à l'avoir fait. Depuis la colonisation, ils étaient membres les plus réticents à rejoindre le Commonwealth d'Australie, et on dit qu'ils ne l'ont fait que parce qu'un grand nombre de personnes des autres États s'y sont installées pour travailler dans les mines d'or. En fait, lors d'un référendum en 1933, 68% des électeurs ont voté pour que l'État quitte l'Australie et devienne son propre territoire autonome au sein de l'Empire britannique. Mais les Britanniques ont refusé. Ensuite, nous aurions un territoire du Nord indépendant. La raison pour laquelle cette région n'est pas un État est compliquée, mais il semble que cela se résume au fait qu'elle n'a pas assez d'habitants et donc pas assez de recettes fiscales pour subvenir à ses besoins. Elle a donc besoin de financement du gouvernement central. Par exemple, en 2016, le budget n'était autofinancé qu'à 29%. À cause de cela, ce serait probablement l'un des États qui aurait le plus de difficultés en cas d'indépendance éventuelle. C'est très grand, avec environ 1 350 000 km², mais seulement environ 250 000 habitants, soit moins de la moitié de la population de la Tasmanie par exemple. Ayant été peuplé par des humains il y a plus de 65 000 ans, par les aborigènes d'Australie, le premier établissement européen fut Port Darwin. En fait, Darwin est toujours la plus grande ville et la capitale la plus probable si l'indépendance était un jour obtenue. Sa part dans l'économie nationale n'est que d'1,4%,
avec un produit intérieur brut de 26 millions, le principal secteur d'activité étant le gaz naturel. Bien qu'il ait connu une forte croissance de 4% l'année dernière, ce n'est pas suffisant pour le placer au-dessus de la 118e place dans le classement des économies mondiales parmi les autres pays. Étant un territoire et non un État, le drapeau qu'ils utilisent est légèrement différent. En fait, il suit un modèle que beaucoup recommandent à toute l'Australie d'adopter. C'était le premier drapeau officiel australien à ne pas inclure l'Union Jack, un drapeau tricolore avec une bande noire à gauche et une constellation de la Croix du Sud en blanc. À droite, il y a un champ orange et une rose du désert de Sturt stylisée, une fleur locale. Lorsque l'Australie est née, le territoire du Nord faisait partie de l'Australie méridionale, mais il a rapidement été séparé une fois qu'ils ont réalisé « ce n'est plus le Sud !» L'Australie méridionale serait la 70e économie mondiale si elle devenait indépendante. Et le principal secteur d'activité est celui des services aux ménages, même si je n'ai aucune idée de ce que cela inclut, ainsi que les industries agricoles, manufacturières et minières. En parlant de l'industrie minière, il possède ce qu'on appelle la mine Olympic Dam, qui est le plus grand gisement d'uranium au monde, détenant plus d'un tiers des réserves mondiales. Elle fait environ 990 000 km² et compte 1 700 000 habitants. C'est le seul État à partager une frontière avec tous les autres États du continent, ce qui lui donne un avantage en matière de commerce et de déplacement terrestre. La plupart des gens vivent à Adélaïde, qui serait probablement la capitale. Contrairement à de nombreux autres États, les origines coloniales de l'Australie méridionale sont uniques, car il s'agissait d'une province britannique, planifiée et librement colonisée, plutôt que d'une colonie pénitentiaire. Et elle diffère aussi dans un autre aspect. La majeure partie de l'Australie a été colonisée sous la règle du terra nullius, ce qui signifie en quelque sorte « terre de personne », c'est-à-dire que quiconque revendiquait une parcelle de terre en devenait le propriétaire. L'Australie méridionale n'a pas suivi cette règle. La première lettre royale établissant la colonie fixe les frontières de la province et précise qu'elle ne pourrait jamais porter atteinte aux droits des autochtones aborigènes, ce qui a été initialement ignoré par les gouverneurs locaux. Leur drapeau est celui de l'Australie, avec en plus un symbole de l'État en noir et blanc sur un cercle jaune foncé. Le symbole est décrit comme un oiseau peeping shrike aux ailes déployées. Un drapeau indépendant utiliserait probablement aussi ses couleurs et ses éléments. Ensuite, le Queensland. Ils sont situés au nord-est et leur population est importante. 5 millions de personnes avec environ 1 800 000 km². C'est ici que les Européens ont débarqué pour la première fois en Australie. En 1606, le navigateur néerlandais Willem Jan Zoon est arrivé dans ce qui est aujourd'hui l'État. En 1770, James Cook a revendiqué la partie orientale de l'Australie pour la Grande-Bretagne, et peu après, la colonie pénitentiaire de Brisbane a été créée, qui est aujourd'hui la capitale de l'État. Plus tard, l'État a été nommé en l'honneur de la reine britannique. Et en fait, le tout premier drapeau de l'État contenait un profil de la reine Victoria, à la place du sceau actuel. Actuellement, leur drapeau est, comme les autres, celui de l'Australie avec en plus le sceau de l'État. Une croix de Malte bleu clair avec une couronne impériale au centre. Cependant, il y a eu d'autres propositions pour les sceaux. Ces trois-là. Donc, en cas d'indépendance, peut-être que l'un d'eux pourrait être repris pour un nouveau drapeau, ou simplement utiliser la croix de Malte avec ou sans la couronne. Leur économie est la 46e plus grande au monde, lorsqu'on la compare à celle des pays souverains. Un résultat raisonnable, le secteur le plus important étant les services, notamment dans les affaires et le tourisme. Il semble donc qu'à ce stade, le Queensland ferait partie des plus susceptibles de bien s'en sortir seul en cas d'indépendance. C'est le voisin du Sud, la Nouvelle-Galles du Sud. Sa capitale est la célèbre ville de Sydney, la plus peuplée du pays. Sa population est également la plus importante avec plus de 8 millions d'habitants, dont environ 5 millions vivent à Sydney même. Leurs drapeaux portent leur insigne basé sur les armoiries. C'est un cercle blanc, avec la croix de Saint-Georges, et à l'intérieur se trouve un lion doré, et 4 étoiles à 8 branches. Avant la colonisation européenne, on estimait à 250 000 le nombre de personnes dans la région. Et étant donné la relation de l'Australie avec le Royaume-Uni encore aujourd'hui, il est intéressant de se demander si l'indépendance des États ramènerait l'attention vers une culture plus autochtone. Dans ce cas, ou quoi qu'il en soit, en cas d'indépendance, ils auraient besoin d'un nouveau drapeau. Certaines propositions utilisent la fleur de l'État comme nouveau symbole. Sur le plan économique, il semble que ce serait le plus fort de tous ces nouveaux pays.
Selon le rapport sur l'état des États du gouvernement australien, la Nouvelle-Galles du Sud est constamment forte sur tous les indicateurs. Elle connaît également la plus forte croissance des investissements commerciaux, avec 17,6%. Si elle devenait indépendante, elle serait la 26e plus grande économie du monde, un très bon résultat. Comme le Queensland et les États suivants, le secteur principal est celui des services aux entreprises. La Nouvelle-Galles du Sud est l'un des 2 seuls États à avoir le siège social d'une entreprise multinationale. Qui sait s'ils maintiendraient leur siège social si l'Australie venait à se dissoudre? Fait intéressant, lors de sa création, la colonie de Nouvelle-Galles du Sud comprenait plusieurs autres îles du Pacifique, dont la Nouvelle-Zélande. Alors, qui sait? En cas d'indépendance, ils pourraient rejoindre leurs voisins kiwis, mais probablement pas. En Nouvelle-Galles du Sud se trouve un autre territoire, le territoire de la capitale australienne. Je suppose qu'on pourrait un peu le voir comme Washington District de Columbia aux États-Unis. C'est un territoire fédéral de l'Australie qui contient la capitale australienne, Canberra. Il abrite le siège du gouvernement central australien, donc c'est intéressant de se demander ce qu'il adviendrait de ce territoire en cas de séparation et d'indépendance des États. Deviendrait-il un petit pays souverain enclavé, ou serait-il intégré à son voisin environnant, la Nouvelle-Galles du Sud? Cette option semble la plus probable. Leur population n'est que d'environ 430 000 habitants, mais ils gagnent plus d'argent et ont plus de diplômes que l'Australien moyen. La Nouvelle-Galles du Sud serait donc très désireuse de les intégrer dans toutes ses infrastructures. Elle se classerait à la 102e place dans le classement de l'économie mondiale. C'est un territoire très petit, donc on ne peut pas s'attendre à un résultat incroyable. Il y a certaines limites physiques. Cependant, ils sont numéro 1 en financement du logement et classés 2e en croissance démographique. Tout comme le territoire du Nord, ils ne sont pas un État, et dont leur drapeau est différent mais suit le même modèle. Les habitants du Nord changeant les couleurs en bleu et or, les couleurs de la ville de Canberra. À droite, il contient une version stylisée de leurs armoiries en bleu et blanc. Le signe bleu-noir sur les armoiries représente la population autochtone, tandis que le signe blanc est censé représenter les immigrants européens. Ensuite, Victoria. Elle faisait initialement partie de la colonie de Nouvelle-Galles du Sud, puis est devenue pour son propre État, en 1851, et a été nommée d'après la reine Victoria. Une ruée vers l'or, dans les années 1850 et 60, a considérablement augmenté à la fois la population et la richesse de la région, et au moment de la création de la Fédération d'Australie en 1901, Melbourne était devenue la plus grande ville et le centre financier. Ce bien-être économique a en quelque sorte perduré jusqu'à aujourd'hui. Si elle devenait indépendante, elle serait la 39e plus grande économie du monde. L'année dernière, c'était l'État avec la plus forte croissance démographique, et son économie était également la plus performante en termes d'évolution. Plus de 30 langues aborigènes étaient parlées dans la région avant l'arrivée des Européens, d'Australie. Mais de nos jours, les descendants de ces peuples autochtones ne représentent qu'un faible pourcentage de la population de 6 500 000 habitants. Leur drapeau est honnêtement le plus décevant des drapeaux des États, identique au drapeau national, sauf qu'il enlève l'étoile sous l'Union Jack et ajoute une couronne impériale de Saint-Édouard au-dessus de la constellation à droite. En cas d'indépendance, je pense qu'ils auraient vraiment besoin de le remplacer. Surtout parce que ces États indépendants seraient très probablement des républiques, dont les symboles monarchistes, en particulier ceux liés à leurs anciens dirigeants impériaux, ne seraient probablement pas utilisés. Ils ont d'autres emblèmes nationaux, comme le dragon de mer ou la bruyère commune, donc l'un de ceux-ci pourrait devenir un nouveau sceau et symbole pour une Victoria indépendante. Et enfin, le 8e État indépendant que nous aurions si ce scénario très improbable se produisait, la Tasmanie. Le fait qu'elle soit séparée du continent me fait penser, sans raison particulière, que cela pourrait être plus probable, mais c'est sûrement tout aussi improbable que pour les autres. Elle est située à 240 km au sud de l'Australie, une île de 68 000 km², et avec environ un demi-million d'habitants. La Tasmanie diffère beaucoup du reste du pays. Parce que 42% de sa superficie est protégée, composée de parcs nationaux et de sites du patrimoine mondial, la Tasmanie a été le lieu de fondation du premier parti politique environnemental au monde, donc en cas d'indépendance, il est probable que cela deviendrait une grande priorité pour eux. Aussi assez bas dans le classement économique mondial, n'atteignant que la 112e place. Mais c'était la 4e économie, ayant connu la plus forte croissance l'année dernière.
L'île a été colonisée par les Européens en 1803 comme colonie pénitentiaire de l'Empire britannique, afin d'empêcher l'Empire français de revendiquer ses terres pendant les guerres napoléoniennes. Elle a été appelée Terre de Van Diemen en 1825 et 75 000 prisonniers y ont vécu jusqu'à ce que l'idée de colonie pénitentiaire soit abandonnée. Puis elle est finalement devenue un État. Le nom vient de l'homme qui a sponsorisé l'explorateur néerlandais, qui a découvert l'île, le gouverneur des Indes orientales néerlandaises, Anthony Van Diemen. Cependant, plus tard, le nom a été changé pour celui de l'explorateur lui-même, Abel Tasman. Leur drapeau, arborant un cercle blanc et un lion rouge, est identique à celui des autres. La signification du lion est inconnue, mais on peut supposer qu'elle a un lien avec l'Angleterre, donc un nouveau drapeau serait également nécessaire en cas d'indépendance. Leur premier drapeau, en tant que terre de Van Diemen, était celui-ci, avec des bandes bleues, donc cela pourrait peut-être servir de base pour un nouveau pavillon indépendant. À quelques exceptions près, comme l'Australie occidentale et le territoire du Nord, leurs économies sont plutôt bonnes et pourraient probablement subvenir à leurs besoins en cas d'indépendance. Leurs populations sont de taille raisonnable et permettraient également un important afflux de nouveaux immigrants. Mais il existe d'autres obstacles à la dissolution de l'unité nationale, comme les forces armées, la nécessité de réorganiser le soutien gouvernemental à la population, parmi beaucoup d'autres. Donc même si c'est amusant d'y penser, il est très peu probable que cela arrive un jour. Ce serait envisageable compte tenu des niveaux d'administration locale et de la quantité de souveraineté que les États et territoires possèdent déjà. Mais c'est précisément parce que ces institutions et cette autonomie existent qu'une indépendance totale n'est pas nécessaire. Il est bien plus logique que l'Australie soit unie sous un seul pays, avec des États fédéraux, disposant d'un certain degré d'autonomie compte tenu de l'immensité du territoire. Donc, je ne recommanderais pas à l'Australie de se séparer, mais je recommande qu'ils changent leur drapeau national. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous et commentez ci-dessous. Qui serait le mieux placé dans une telle situation selon vous? Aimeriez-vous que cela se produise? Pensez-vous que ce soit envisageable? Je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.